Amis de la HF, bonjour. Quand on commence un petit peu à travailler, à s'intéresser aux hautes fréquences, très rapidement on s'aperçoit qu'on peut avoir besoin d'outils un petit peu spécifiques à ces activités. Les appareils de mesure qu'on va utiliser, je veux dire, en électronique BF ou plus traditionnelle, trouvent vite leurs limites. Hein, et comme je vous l'ai déjà montré, par exemple, l'emploi d'un analyseur de spectre est souvent bien plus adéquat en haute fréquence que d'un oscilloscope. On peut avoir besoin d'analyseurs de réseau, hein, comme le petit nano VNA que je vous ai montré, ou des appareils comme ça. Dans les appareils qui sont aussi très utiles en haute fréquence, il y a ce qu'on appelle le générateur HF. Un générateur HF, on peut le voir un petit peu comme un simulateur d'émetteurs radio. Il va être capable de fournir, avec des amplitudes diverses, des ondes sinusoïdales, souvent dans une large plage de fréquences, mais aussi de les moduler, hein, des façons qu'on rencontre souvent en HF, AM, FM, phase et ainsi de suite. Le problème en HF, c'est que dès qu'on veut avoir des appareils un petit peu performants, eh ben, les prix augmentent de façon assez vertigineuse. Et généralement, des bons générateurs HF, on trouve ça à 8-10 000 euros, voire beaucoup plus. Ce qui, bien sûr, déjà les met complètement hors de portée, souvent des amateurs, mais le rend aussi un petit peu difficile à amortir. Je vous ai déjà présenté des appareils de la marque Siglent, en particulier ce petit oscilloscope, là, le SDS 1202XE, qui est vraiment un appareil, pour moi, qui est encore, à ma connaissance en ce moment, un des meilleurs rapports qualité-prix dans les oscilloscopes plutôt entrée de gamme. Mais Siglent font aussi des appareils de gamme un petit peu au-dessus. Et ils ont lancé il y a quelque temps une série de générateurs HF. C'est la famille SSG 3000 qui offre, on va dire, deux gammes. Hein. Un premier appareil qui va de 9 kHz à 2,1 GHz. Et un autre qui va jusqu'à 3,2, sachant que dans ces deux gammes-là, on peut aussi avoir en option la possibilité d'avoir ce qu'on appelle de la modulation IQ. Le moins cher de la gamme, c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui qui donc n'a pas cette modulation IQ et qui va donc de 9 kHz à 2,1 GHz, ce qui est déjà pas mal. Cet appareil vaut au jour d'aujourd'hui à peu près dans les 2400 euros TTC, ce qui peut paraître comme ça relativement cher, mais encore une fois, quand on regarde ses spécifications et qu'on compare à ses concurrents, il est plutôt bon marché. Je présente quand même dans ma playlist pro, sachant que même si c'est pas inaccessible à certains amateurs, il faut vraiment en avoir l'usage pour pouvoir l'amortir. Il est évident que pour nos amis radio-amateurs, par exemple, c'est le genre d'appareil qui leur serait très utile. Rapidement, à quoi ça peut servir ? Ça va servir à tout ce qui va être la mise au point de récepteurs radio, de quel qu'il soit. Ça va servir à pouvoir caractériser et aussi mettre au point tout ce qui va être des filtres HF, des amplis HF. Ça va aider donc à la conception. C'est un outil bien sûr super intéressant pour faire de l'enseignement, de la recherche, etc. Alors faut savoir que quand j'ai commencé l'électronique dans les années 80, le monde des générateurs était un petit peu divisé en deux catégories, les BF et les HF quelque part. Et la BF, souvent, c'était des génés qui allaient, on va dire, aller jusqu'à quelques centaines de kilohertz, et au-delà, on appelait ça générateur HF. Maintenant, la frontière est vachement plus floue. Hein. Vous avez pu voir que maintenant, le moins de générateurs DDS qui se respectent monte tranquillement jusqu'à des 20, 30, 40 MHz, voire beaucoup plus. Hein. Je vous en ai montré un qui allait jusqu'à 250 mégas. Et en fait, même si cette frontière a un petit peu bougé, c'est des appareils qui utilisent d'abord des technologies différentes et aussi des domaines d'application différents. Un générateur HF ne délivre généralement qu'une seule forme d'onde, qui va être une sinusoïde pure, hein, c'est la fameuse onde porteuse, qui après peut être modulée de plein de façons, alors qu'un générateur DDS offre des tas de possibilités de formes de signaux, c'est pour ça qu'on les appelle générateurs de fonctions. Un générateur HF souvent permettra d'avoir un atténuateur qui descendra beaucoup plus bas, et en plus un générateur HF, bien plus qu'un DDS encore, essaiera toujours d'avoir un bruit de phase très faible, d'essayer d'avoir une onde la plus pure possible. Donc c'est quand même différent, et puis de toute façon, même si on l'a vu, les fréquences montent, avec la technologie DDS, on n'est pas capable de faire du 1 GHz pour l'instant. Donc, si les frontières ont bougé, ça reste quand même un petit peu différent. On a toujours ces générateurs DDS de fonctions et autres qui vont des très basses fréquences jusqu'à quelques dizaines de mégahertz, et les générateurs HF, comme celui que je vais vous montrer aujourd'hui, qui ont des possibilités différentes et peuvent monter, comme on le voit, beaucoup plus haut. Alors, trêve de blabla, découvrons ensemble cet appareil. Bon, eh bien, nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a dans le carton. Donc on peut voir, voilà, c'est un carton Siglent, ma foi assez volumineux, moyennement lourd on va dire. Et à l'intérieur nous avons, comme c'est souvent le cas, un deuxième carton donc, que je vais sortir. Voilà, j'ai sorti le second carton, hein, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment, c'est double carton. D'un côté c'est pas plus mal.
Ça protège bien les appareils. C'est-à-dire quand on voit des fois les violences qu'ils subissent dans les transports, c'est pas forcément un luxe. Alors à l'intérieur, nous avons finalement quelque chose de très classique, hein, à savoir l'appareil lui-même mis entre ces deux coques de plastique avec ici un sac de disséquant. Donc je vais le sortir et on va regarder ça. Donc voilà, j'ai sorti l'appareil. Alors très rapidement, en plus de l'appareil en lui-même, de façon très classique, nous avons ce certificat là de calibration. Une petite notice en anglais Quick Guide qui donne vraiment, on va dire, l'utilisation basique, hein, sachant que comme d'habitude, on trouve toute la doc complète sur internet. Ce câble USB AB pour le connecter à un PC et de façon très classique, ce câble d'alimentation. Alors on va maintenant le regarder d'un petit peu plus près. Alors voici cet appareil. La première chose qui, on va dire, saute tout de suite aux yeux, c'est qu'il est présenté, on va dire, plus de façon un petit peu traditionnelle, hein, comme un boîtier comme ça, rectangulaire, et qu'on peut bien plus facilement finalement poser dans un lab. Éventuellement on peut poser les appareils dessus, contrairement un petit peu à cette mode des appareils, je veux dire, un petit peu plus portables, mais qui sont beaucoup plus difficiles, je veux dire, à empiler. Et ça, pour moi, c'est vraiment un plus. Je pense que d'avoir ce genre d'appareil, pour des appareils, je veux dire, qui ne se veulent pas spécialement portables, je pense que c'est plutôt un plus, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, il est relativement grand, mais d'un autre côté, voilà, ça permet d'avoir quand même une face avant, je veux dire, assez riche. Alors justement, cet appareil, donc, comme on va le voir, il est équipé d'un écran tactile. Et on retrouve un petit peu maintenant cette, je veux dire, cette mode, hein, si vous regardez bien, et un très grand nombre d'appareils que je vous présente maintenant ont cette dualité d'avoir à la fois des écrans tactiles et des interfaces, on va dire, plus classiques. Et en fait, ça correspond un petit peu à deux besoins. Le tactile est parfois, des fois, très pratique, hein. Et je dirais même, je pense, qui rentre un petit peu dans les mœurs, dans la mesure où je vois des appareils que j'ai qui ne le sont pas. Je me surprends souvent à taper sur l'écran pour changer une valeur. Ça donne vraiment, dans certains cas, une interface homme-machine vraiment améliorée. Mais d'un autre côté, d'avoir aussi des boutons, je veux dire, voilà, si à un moment donné, on est alors là peut-être plus sur le terrain, rien ne vaut un bouton comme ça si on veut faire par exemple un réglage fin, là pour le coup que quelque chose de tactile qui est généralement moins précis. Enfin voilà, je veux dire là on a un petit peu le meilleur des deux mondes. Alors on peut voir ici un bouton marche arrêt, voilà, comme beaucoup, hein, qui reste, donc l'appareil quand il est branché reste toujours en veille et on voit là, cette mode là de la respiration. Ça pour le coup j'apprécie un petit peu moins dans la mesure où moi j'aime bien plutôt les appareils qui sont vraiment complètement débranchés. Donc tous ces appareils là, moi je les branche sur une prise qui ont un commutateur, ce qui fait que de toute façon je les laisse pas forcément sous tension. Donc là, on va retrouver trois commandes. Preset, hein, qui permet très facilement de revenir au réglage par défaut. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur les appareils, parce que à un moment donné, quand on fait des manips, on fait des tas de réglages, on risque toujours à un moment donné d'en oublier un qui reste et qui peut faire perdre du temps des fois. Donc là, voilà, là on revient facilement au réglage par défaut. Là, les utilitaires, on va regarder ça. Home, qui permet aussi facilement de revenir, on va dire, à l'écran de début. Là, on va trouver toutes ces touches-là qui sont en quelque sorte des raccourcis qui permettent d'aller rapidement à certains réglages. Là, de façon très classique, on retrouve tout ce pavé numérique. Pavé numérique qui va permettre justement de rentrer des valeurs, hein. Voilà, si j'ai une fréquence de 10,403 MHz, j'ai qu'à la taper ici. Là, pareil, de façon très classique, ce bouton qui est cliquable, alors qui est très important parce que le fait de cliquer dessus, justement, l'active. Et après, de façon aussi assez classique, comme on va le voir avec ces boutons-là, on peut choisir sur quoi porte le réglage et sur l'incrément, en fait, à chaque fois qu'on tourne, voilà, sur quel digit ça joue. Là, on retrouve en sortie le bouton là, qui permet très facilement d'activer ou pas la sortie HF. On retrouve ça sur beaucoup de générateurs. D'activer ou pas la modulation. Trigger, on verra qu'il y a pas mal de fonctions où on peut les déclencher, je veux dire, manuellement. Donc voilà, par exemple, on peut très bien imaginer qu'on envoie à un moment donné une seule impulsion HF, et voilà, on appuie ici sur Trigger. Escape Close, là, qui permet toujours un petit peu de sortir à un moment de l'endroit où on est. Alors là, on voit ce bouton IQ. Comme j'ai dit rapidement, ce générateur existe aussi avec cette option, hein, IQ.
mais qui, pour fonctionner, a aussi besoin d'avoir un générateur IQ. Généralement, c'est leur modèle 6000 de DDS qui permet de faire ça. Et là, ça permet vraiment des modulations qui sont assez intéressantes, sur lesquelles je ferai un jour, je pense, une vidéo. Mais voilà, cet appareil n'est pas équipé du hardware pour le faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas les prises derrière pour le faire. C'est pas simplement une option soft. Donc là, c'est un bouton, je veux dire, qui pour l'instant ne sert pas. Alors, on retrouve bien sûr sous 50 ohms la sortie sur ce connecteur N, un connecteur N qui préférait du BNC parce que il a des meilleures caractéristiques et surtout en très haute fréquence. Et alors ici, on a cette sortie LF. Pourquoi? Parce que ce générateur, il peut aussi faire en fait un peu gêner BF. Pourquoi? Parce que la partie interne BF qui permet de générer différents types de modulation, on peut aussi la sortir directement sur cette sortie-là. Donc on peut dire que dans certains cas, ce gêné, il remplace aussi un petit peu un gêné BF. Ça, selon l'équipement qu'on a et les manips qu'on fait, ça peut être éventuellement plus ou moins utile. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'il y a, je veux dire, comme connectique au dos de l'appareil. Alors là encore, malheureusement, il y a beaucoup de sorties ou d'entrées, je veux dire, intéressantes qui se retrouvent derrière. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que des fois je trouve un petit peu dommage. Mais comme j'ai déjà montré et comme j'ai déjà fait pour d'autres appareils, je vais m'empresser de voilà, faire un système pour en ramener certaines devant, dans la mesure où pour moi c'est vraiment pas pratique, je veux dire, surtout dans la façon dont mes appareils sont mis, que ça soit derrière. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve cette prise qui sert alors, éventuellement aussi d'entrée et de sortie. Alors ça aussi, il faut faire un petit peu attention. Bon, maintenant, généralement, quand c'est des prises comme ça, c'est protégé, ce qui fait que même si on envoie un signal alors qu'elles sont en sortie, généralement, ça les endommage pas. Enfin voilà, donc tout ce qui va être trig, trig c'est déclenchement. Par exemple, quand il est en mode vobulateur, ça permet d'avoir une impulsion de synchronisation pour justement pouvoir synchroniser sur un oscilloscope. Ou en entrée, par exemple, ça permet de déclencher donc certains événements. Signal valide indique que l'amplitude de sortie est bonne. Cet appareil a tout un système de stabilisation de l'amplitude de sortie, de façon à ce que, de façon indépendante de la fréquence, elle corresponde bien à la valeur qu'on veut avoir. Quand il y a des variations de fréquence, surtout si elles sont brusques, il lui faut éventuellement un certain temps pour se stabiliser. Ça, c'est une sortie qu'on peut exploiter, qui permet d'indiquer que le signal de sortie est cohérent, correctement asservi par rapport aux données de ce qu'on demande. Ça, par contre, c'est pas forcément utile de l'avoir devant, c'est surtout utile généralement pour des systèmes automatiques ou autres. Pulse in-out, ce générateur donc autorise de la modulation par impulsion. Et pareil, soit les impulsions générées, on peut les ressortir, et on peut aussi sinon les entrer. On pourrait moduler la porteuse directement avec un signal série, par exemple, et voilà, il suffirait ici de le brancher là. Là, on retrouve deux choses que c'est pareil, maintenant, qui sont quasiment un standard sur tout ce genre d'appareil. Des mégahertz à out et in, ce qui va permettre d'utiliser éventuellement une référence de fréquence externe. Alors celui-ci, comme d'autres appareils que j'ai, ça c'est plutôt bien, il les détecte automatiquement. Rappelez-vous cette référence de fréquence GPS que j'avais, qui permettait d'avoir une fréquence d'une justesse et d'une stabilité très très bonne. J'aurais qu'à le brancher directement sur cette entrée pour que le générateur automatiquement l'utilise et donc hérite, on va dire, de cette super justesse et stabilité. Alors maintenant, lui en interne a déjà un oscillateur mètre très très stable et précis, mais voilà, ça permet d'en avoir un éventuellement meilleur, ou aussi justement d'avoir des appareils synchronisés. De la même façon, si par exemple j'utilise pas un analyseur de spectre, je peux aussi lui le référencer par rapport à cet appareil-là, ce qui fait que au moins ils seront toujours en phase au niveau de ce qu'ils affichent. C'est-à-dire que là, si lui affiche, je sais pas, 1 MHz, l'autre le fera aussi. Enfin voilà, ça c'est un truc qu'on retrouve un peu sur tous les appareils. Ça par contre, voilà, ça c'est typiquement une sortie. Il n'y a pas tellement d'intérêt forcément de les ramener devant. Celle-là, peut-être que je le ferai parce que justement, ça me permet facilement, tant que j'ai pas fait mon système là, de synchro, de pouvoir éventuellement le brancher sur ma ref GPS. Ça, c'est bien sûr une entrée qui gagnerait à être devant. C'est l'entrée de modulation extérieure. C'est-à-dire que si je veux utiliser, pourquoi pas un signal audio ou n'importe quoi, pour moduler la haute fréquence, je vais pouvoir l'utiliser sur cette BNC. Ensuite, ici, on peut voir de façon classique, alors une prise USB-B qui permet de le brancher directement à un PC, par exemple, pour pouvoir le commander. Ça, c'est assez classique. Alors ça, c'est classique aussi, mais par contre, qu'elle soit derrière, ça ne l'est pas du tout. Alors là, vraiment, je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout celle-là.
Là, ça permet d'y mettre alors différentes choses. On peut y mettre une clé USB hein, de façon à pouvoir justement y enregistrer des paramètres, des settings, des choses comme ça. Mais on peut aussi y mettre, d'après ce que j'ai vu, pourquoi pas un clavier et une souris. Bon, c'est vrai que sur les écrans tactiles, il y en a qui aiment bien utiliser des souris. Mais aussi, ça va permettre de connecter différentes sondes d'amplitude qui vont permettre d'avoir une amplitude, je veux dire, directement à l'entrée d'un appareil que l'on veut mesurer, très bien régulé, très stable. J'y reviendrai tout à l'heure. On retrouve bien sûr la très classique RJ45, sachant que cet appareil, ben voilà, on peut aussi le brancher sur un réseau. On peut aussi le piloter, je crois, directement, dire voilà, avec un navigateur, hein, ce qui, voilà, on retrouve ça assez souvent. Évidemment une prise de terre et ici la prise secteur avec une très large tolérance d'entrée, hein, de 100 à 240 volts, de 50 à 400 Hz. 400 Hz étant vraiment des fois très utilisé dans l'avionique par exemple. Alors ben maintenant on va le démarrer. Alors comme je sais que c'est un critère que les gens aiment bien connaître, on va regarder le temps qu'il met à démarrer. Donc voilà, je le mets en route et je lance donc mon chrono. Sachant que maintenant, c'est un critère, enfin voilà, quelque part, ça n'a pas tellement de sens pour ce genre d'appareil, dans la mesure où, comme j'ai déjà dit, ces appareils, si on veut qu'ils soient au mieux, on va dire, de leurs spécifications, hein, généralement, ils ont besoin de toute façon d'avoir un temps de chauffe, je veux dire minimum, généralement un quart d'heure, voire plus. Donc, c'est pas le... Voilà, donc là, on voit qu'il a démarré. Bon, voilà, en gros, ça fait 26 secondes. Mais bon, de toute façon, c'est pas le genre d'appareil que voilà, on allume, on éteint toutes les 5 minutes. Moi, je sais que généralement, quand je veux utiliser ce genre d'appareil, voilà, je les fais déjà généralement préchauffer au moins un quart d'heure, de façon à ce qu'ils aient leur pleine stabilité. Alors, on peut noter un des petits points négatifs de cet appareil, c'est qu'il est relativement bruyant. C'est pas le pire que j'ai vu, mais comme on l'entend peut-être là sur l'enregistrement, quand on le met en route, les ventilateurs font quand même un bruit, je veux dire, qui est enfin, voilà, audible. Et ça, alors c'est sans doute très efficace hein, au niveau du refroidissement de l'appareil, mais c'est vrai que des fois, bah, c'est un petit peu pénible, surtout que même si c'est pas énorme, souvent si on a plusieurs appareils, ça finit quand même par être un petit peu bruyant. Donc c'est un des points négatifs de cet appareil. Donc, alors on retrouve sur cet écran cette présentation qui montre un petit peu, je veux dire, la chaîne des différents éléments, hein, ces formes cynotiques. C'est-à-dire que là, on a la partie génération haute fréquence, cette partie modulation, hein, donc il va choisir un petit peu les différents types de modulation, sachant que la source peut être soit interne, soit cette source, hein, comme j'ai dit, peut être changée de façon à sortir soit la sortie LF, ce qui en fait, on va dire, un petit GNBF intégré. Alors, on retrouve ici cette partie EQ, mais n'ayant pas ici cette option, là, elle ne servira pas à cet endroit-là. L'utilisation est extrêmement simple. Si je veux avoir, par exemple, une fréquence de 27 MHz, j'appuie sur fréquence. Donc là, soit je peux la régler directement, soit je peux la rentrer avec le clavier. Voilà, 27 MHz. Ou carrément, je peux aussi la saisir, comme on voit là, avec le pad tactile. Donc voilà, on retrouve plusieurs façons de rentrer, mais enfin voilà, c'est très très simple. Et on va retrouver ça pour tous les réglages. Je peux aussi choisir directement avec le clavier. Et là, si je veux utiliser voilà, la partie réglage, eh ben, de façon très classique, voilà, je peux choisir sur comment je veux le faire. Et voilà, là par exemple, si je veux choisir, pourquoi pas 0 dBm, on va retrouver cette façon de faire pour tous les réglages. Donc voilà, on peut voir que ça, au niveau de l'ergonomie, c'est plutôt bon. Là, on voit qu'on a aussi plusieurs unités possibles, hein, dBm, enfin tout ce qui va être classique en HF, hein, le dB microvolt, millivolt, volt, et ainsi de suite, sachant que ces valeurs n'ont de sens que si la sortie est correctement, je veux dire, chargée par une impédance de 50 ohms. Une fois qu'on a choisi la fréquence et l'amplitude de sortie, ben voilà, il suffit d'appuyer ici, on-off. Pour l'instant, je vais vous montrer que l'appareil, hein, mais là, voilà, c'est-à-dire que là, le signal est disponible en sortie. Donc là, on peut voir que c'est très très simple à utiliser et à tout moment, on peut revenir comme ça à cette présentation, sachant que la mise en route du signal, par exemple, voilà, je peux aussi la faire là ou là. En fait, il y a toujours un peu plusieurs façons de faire les choses et on voit bien de façon graphique, voilà, que
Quand c'est en route, eh ben, ça montre bien que la sortie est en route. Donc cet appareil, hein, comme on le voit, il est capable de, quand on le voit qu'on fait en preset, en fait, il se met au maximum de ce qu'il peut, et par un peu sécurité, il se met au niveau le plus bas de sortie, donc moins 110 dBm, hein, ce qui, si je ne m'abuse, ça correspond, je crois, à 1 microvolt dans 50 ohms, sachant que on a une résolution, comme on peut le voir, de 0,1 dBm par exemple. Ce qui est quand même plutôt pas mal, hein, au niveau de ce qu'on peut faire. Le niveau minimum qui peut donner, c'est 110 dBm, sachant que si on veut moins, après, rien n'empêche éventuellement de mettre un atténuateur en sortie pour avoir des niveaux encore plus faibles. Mais déjà, on peut voir que ça couvre une dynamique qui est assez forte, sachant que le maximum auquel il peut aller, alors ça dépend un petit peu des gammes de fréquences. Dans certains cas, il monte jusqu'à 20 dBm, mais enfin, ça commence à être un peu dans ses limites. Enfin voilà, je veux dire, globalement, je crois qu'il supporte 15 partout. Hein. Encore une fois, si vous voulez avoir les chiffres exacts, je vous conseille d'aller regarder ce que j'ai mis en lien, le datasheet, là, qui est vraiment très bien détaillé. Donc, ben voilà, avec ça, on a, je vais dire, une CW, hein, une onde pure. Alors, une chose que j'aime beaucoup sur cet appareil, et qui n'a rien à voir avec la modulation, c'est qu'il est aussi capable donc de vobuler. Dans Shortcut, c'est intéressant parce qu'on va voir un petit peu toutes les différentes possibilités qu'on a. Donc au niveau radiofréquence, hein, on va pouvoir choisir, comme on l'a vu, tout ce qui va être la fréquence, tout ce qui va être le niveau de sortie. Le truc justement, c'est que on va pouvoir le vobuler carrément sur toute sa gamme. On peut faire par exemple varier la fréquence automatiquement de 9 kHz à 2,1 GHz et regarder après voilà, la sortie comme on veut. Alors, souvent on va le réduire plus, mais ça c'est quelque chose qui, en conjonction avec un oscilloscope, c'est une manip que je vous ai souvent montré, va permettre très facilement de visualiser par exemple la bande passante d'un filtre, d'un tout ce qu'on veut, hein, donc ça c'est plutôt bien. Alors on voit aussi là ce truc qui s'appelle sensor. Alors sensor, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas utiliser comme ça out of the box. Cet appareil permet de s'interfacer, alors pour l'instant d'après ce que j'ai vu, avec deux têtes HF, on va dire, tête de mesure standard du marché, une Keysight et l'autre, je me rappelle plus, enfin, vous le verrez dans la doc. Et l'idée de ces têtes, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est justement d'avoir, on va dire, une sonde qui se met vraiment au bout du câble. Grâce à cette sonde, on peut par exemple facilement, à l'entrée d'un récepteur, mesurer avec une très très grande précision la puissance, la tension, enfin ce qu'il y a à cet endroit-là, qui va me permettre d'avoir un contrôle de l'amplitude encore meilleur que celui qui est proposé par l'appareil. L'appareil, bien sûr, lui, il est garanti à la sortie de la prise, alors que dans certains cas, les câbles, les connectiques, des atténuateurs, des choses comme ça, font que ça peut justement jouer. Siglent ne vend pas ses sondes, et alors, par contre, j'ai été voir, elles coûtent très cher, hein, malheureusement, ce que je vous ai dit au début, hein, tout ce qui est HF, ça coûte très cher. D'après ce que j'ai vu, les sondes coûtent même plus cher que l'appareil en lui-même. Donc là, pour le coup, il faut vraiment avoir besoin d'avoir ce genre de mesures. Alors, je ferai sans doute d'autres vidéos pour vous montrer le détail, mais enfin voilà, quand on voit ici, au niveau du balayage, alors ce qui est intéressant, c'est que le type de balayage qu'on peut faire, on peut voir qu'on peut le faire et sur la fréquence, hein, c'est-à-dire par exemple dire, je sais pas, moi je le fais varier entre 1 et 10 MHz, on peut le faire aussi sur le niveau. Et dire par exemple, je vais faire une rampe de variation, par exemple de, je sais pas moi, de 1 à 10 dBm. Typiquement, ça sera un truc super intéressant pour la mise au point d'un contrôle automatique de gain. On peut même faire les deux, en fait, fréquence et level. Ensuite, là, voilà, on voit que de façon très facile, on va pouvoir régler justement de quelle fréquence de départ à fin. On retrouve ça sur tous les vobulateurs. Pareil pour les niveaux. On va choisir... Est-ce qu'on veut une progression linéaire ou logarithmique? On va pouvoir choisir en combien de points on veut que ça se fasse. Hein. Par exemple, à 11 points, ça ferait des étapes assez importantes. Et on peut aussi choisir, est-ce que justement on veut une rampe en dents de scie, hein, qui va monter et redémarrer à chaque fois, ou triangle. Ça, on ne trouve pas ça sur tous les GNHF, hein, sur ceux que j'avais jusqu'à présent, j'avais pas ça. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, plutôt sympa pour certaines mesures. Alors ça, c'est indépendant, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la modulation. On verra que la modulation elle-même peut avoir une modulation. Au niveau du réglage du niveau, en plus simplement du niveau, on peut éventuellement aussi avoir un offset en dB, mais surtout on voit le ALC, Amplitude Level Control, et là on peut voir aussi qu'il y a un mode auto on et off. Cet appareil, même si on n'utilise pas la sonde dont j'ai parlé, il va tout faire pour que l'amplitude de sortie ici soit contrôlée.
mais selon les différents types de modulation et autres, eh ben, il va le faire de façon un petit peu différente, hein. C'est très bien expliqué dans la doc, sachant que ce qu'il conseille, et généralement sera largement suffisant, c'est d'utiliser ce mode auto qui en gros choisira le mode le plus adéquat en fonction de ce qu'on fait. Donc on va dire que là, on a un petit peu vu tout ce qui était la partie justement HF. Alors, au niveau de la modulation, cet appareil gère 4 types de modulation. AM, donc modulation d'amplitude, FM, modulation de fréquence, PM, modulation de phase, et impulsion. Donc, impulsion, c'est carrément on va dire, du tout ou rien. Quelque part, même si ça le fait beaucoup plus vite, on peut considérer qu'avant, l'émission morse, c'était une émission par impulsion, hein. C'était, voilà, tout ou rien. Et selon la durée de l'impulsion, on avait un point ou un trait. On retrouve, comme j'ai dit, la possibilité, là, d'avoir ce générateur BF intégré. Et ce GNBF, là, de façon très classique, hein, on va pouvoir choisir différentes formes d'ondes. C'est pas trop riche, encore une fois, c'est pas le but de cet appareil, mais voilà, on fait déjà, à la base, il fait les formes classiques, sinus, carré, triangle, dents de scie, éventuellement même niveau continu. Il est fait, lui aussi, pour avoir une charge de 50 ohms sur la sortie. Alors attention, c'est exclusif, c'est-à-dire que quand on utilise le GNBF pour le sortir ici, on ne peut plus l'utiliser pour la modulation et vice-versa. Après, il n'y a rien qui interdirait, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément intéressant, de reconnecter la sortie ici sur l'entrée modulation extérieure. Là, ça marcherait. Bon, enfin, est-ce que c'est utile dans le bureau? Ça peut être fait directement. On voit que ce générateur BF, il peut lui aussi être vobulé. Ça peut être aussi vachement intéressant pour mettre au point un récepteur, d'avoir là un signal qui va être vobulé, par exemple, de, je sais pas moi, de 100 Hz à 20 kHz, et de vérifier qu'une fois qu'il est passé via la HF, mesurer ce qu'on va avoir à la sortie du récepteur pour voir justement s'il est bien linéaire, comment il répond, est-ce qu'il y a plus ou moins des creux des bosses, alors qu'on est passé justement par cette chaîne HF. Et là, après, il y a toujours la modulation IQ, mais encore une fois, cet appareil n'en est pas équipé. Donc voilà, en gros, hein, vraiment de façon sommaire, ce qu'il est capable de faire. Alors, on retrouve aussi, bien sûr, ce qu'on va trouver très souvent, c'est les settings. Alors, au niveau des langages, on a le choix entre chinois et anglais. De façon classique aussi, on peut choisir s'il y a la mise en route. Est-ce qu'il est sur les valeurs par défaut, hein, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on a quand on appuie sur preset, ou il garde le dernier réglage. Sachant que la valeur du preset, on peut éventuellement la changer. C'est-à-dire que là, on va dire, il y a un défaut du défaut, on peut le dire un petit peu comme ça, mais on peut choisir, par exemple, pourquoi pas que ça soit toujours, je crois, 1 MHz ou ce qu'on veut. On peut bien sûr choisir si on veut ou pas avoir le petit bip là qu'on entend. On peut éventuellement corriger l'oscillateur interne. Bon, alors lui, déjà livré, calibré, mais voilà, pour ceux qui cherchent vraiment du pouillardième. Si par exemple, on a un fréquence mètre qui va être asservi, comme je l'avais dit, sur une source GPS par exemple, on est sûr qu'il a une précision meilleure que ce que peut donner l'appareil, et on peut éventuellement donc le recalibrer comme ça. On peut éventuellement avoir un économiseur d'écran, bien que sur ce genre d'écran, je demande un peu ce que ça peut faire. Justement, voilà, c'est là que, comme je disais, le preset, est-ce que c'est le défaut ou est-ce que c'est une configuration qu'on a enregistrée? On peut choisir, ça c'est aussi très classique, ou aussi au moment où on le branche, est-ce qu'il est en veille, comme il était ici, ou est-ce qu'il démarre automatiquement. Ça peut être intéressant, surtout sur des systèmes automatiques, de faire qu'à la mise sous tension, par exemple s'il y a une coupure de courant, il démarre automatiquement. Et après, alors cet appareil-là, il permet d'enregistrer, il possède la date et l'heure. Et donc, voilà, de façon très classique, on peut régler le calendrier. Donc voilà, en gros, tout ce qu'on va avoir à ce niveau-là. Sachant que on va aussi avoir tout un système de fichiers. Alors, il a une mémoire interne qui permet de sauvegarder des configurations. Mais comme j'ai dit, on peut aussi le faire sur une clé USB. Après, on a les informations système. Alors là, j'ai vérifié, hein, il y a toujours des mises à jour. On peut le mettre bien sûr à jour via aussi une clé USB. Mais là, son firmware est à jour. On va pouvoir choisir, voilà, au niveau interface, tout ce si on le branche, par exemple, par Ethernet, hein, les masques, les subnets et ces machins-là, hein, de façon très classique. Il a un système de self-test qui permet de s'auto-tester, de tester les boutons, les LED, et ainsi de suite. On peut l'éteindre. Voilà, là, ça justement c'est pour la mise à jour du firmware. Alors cet appareil, il permet donc un certain nombre d'options. Qu'est-ce qui permet comme option? Il y a une option qui s'appelle Pulse Train, qui
permet de faire de générer des impulsions, mais d'en générer un nombre programmable. Donc là, je crois que l'option, on peut la découvrir, mais sinon, elle est payante. Et alors là, je crois aussi, par contre, qu'on doit pouvoir l'upgrader, je crois, sur son modèle, comme je disais, qui va jusqu'à 3,2 Go. Ça, je suis pas sûr, mais je crois qu'on peut le faire. Et après, bah, c'est très classique, hein, on rentre dans ces options des clés de licence. On a une aide intégrée, hein, voilà, qui permet d'expliquer comment faire, voilà, un certain nombre de choses. Donc ça, c'est aussi plutôt sympa. Et voilà, on a même l'adresse du support technique Sigle. Voilà pour cette première, on va dire, prise de contact hein, avec cet appareil. Alors pour résumer, hein, j'ai quand même passé pas mal de temps à jouer avec, hein, à faire différentes mesures dessus. Qu'est-ce que j'ai bien aimé J'ai bien aimé que voilà, il offre quand même des performances qui sont vraiment plutôt impressionnantes hein, pour le prix. Encore une fois, même si comme ça on peut trouver qu'il coûte cher, on va dire pour un amateur comme ça dans l'absolu, voilà, par rapport à ce qu'il offre et à ses concurrents, il est plutôt bien placé. Il a donc ses possibilités de modulation hein, que je trouve vraiment intéressantes. Il offre bien sûr pas mal de richesses dans la modulation, hein, surtout la modulation par impulsion, et ça c'est quand même dans notre monde de plus en plus digital assez important, donc une grande richesse fonctionnelle. La forme du boîtier, ça a l'air de rien, mais c'est vrai que moi, enfin, dans un labo, je préfère hein, ces boîtiers où on peut facilement poser des choses dessus, enfin, les arranger comme on veut, que ces boîtiers un petit peu portables, là, où même un chat pourrait pas se mettre dessus, là. Alors c'est peut-être bien qu'on veut les transporter, mais enfin voilà, le but de cet appareil, c'est pas d'être vraiment mobile. Une interface tactile agréable, hein, et surtout, comme on l'a vu, ça répond bien. Et ça a l'air, je veux dire, le minimum. Mais pour avoir des fois utilisé des appareils qui justement répondaient pas bien, c'est vraiment très, très pénible dans ce cas-là. L'écran aussi d'excellente qualité, on voit qu'on arrive bien à le lire. Il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. La qualité globale est bonne, hein, et jusqu'à présent, d'ailleurs, sur tous les appareils Siglon que je vous ai montrés, généralement, le niveau de qualité est vraiment excellent. Et voilà, ce qui fait que cet appareil, il a un rapport qualité-prix qui est vraiment compétitif et intéressant. Alors qu'est-ce que j'ai regretté ou j'ai beaucoup moins aimé encore une fois, moi, ça, bon, je veux dire, c'est un petit peu récurrent, hein, l'intersecteur qui coupe pas, hein, l'appareil reste en mode veille. Moi personnellement, encore une fois, j'aime pas ça. Je préfère que quand je coupe un truc, qu'il soit coupé. Certaines prises en face arrière. Alors ça, c'est vraiment. Enfin bon, après, je sais qu'il peut y avoir des contraintes de place et autres, mais là, surtout par exemple la fiche USB, je veux dire, enfin si on a des réglages, des trucs comme ça, pof, faut aller les mettre derrière. Donc, enfin ça c'est sûr que je ferai un système pour le ramener devant, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé un petit peu embêtant. Et les ventilos relativement bruyants. Encore une fois, ça n'est quand même pas au point de se boucher les oreilles, mais enfin voilà, il serait un petit peu moins présent, je pense que ça serait plus sympa. Voilà, désolé pour cette vidéo un petit peu longue, mais enfin voilà, je pense que ça vaut quand même le coup, hein, toujours de regarder un petit peu en détail hein, ce que font ces appareils. Et encore une fois, hein, c'est un petit peu l'idée de ma playlist pro, c'est que même si vous n'envisagez pas du tout d'acquérir un tel appareil, je pense que ça peut être intéressant de se tenir un petit peu au courant, voilà, des évolutions des appareils, de ce qui se fait. Comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo un lien sur une page web hein, sur mon site qui vous donnera de plus amples informations sur cet appareil. En plus, j'ai la volonté cette année d'essayer de reprendre un petit peu ma playlist radio, hein, que c'est vrai que l'année dernière j'ai un petit peu délaissé, et ce générateur, je pense, nous aura d'excellentes occasions de faire des manipulations assez intéressantes dans le domaine. Tiens Maurice, alors quoi de neuf? Tu trouves que la solidarité c'est très beau chez les humains? Ah bon, pourquoi? Parce que t'as vu un gars qui a donné son portefeuille, sa montre, son portable, son manteau à un autre qui n'avait qu'un couteau. Oui, en effet. On peut voir ça comme une sorte de solidarité. Que le grand mégahertz, démon de la radio, vous fasse de belles porteuses et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.